Eh bien, allons-y. Ben, alors déjà, pour parler un peu plus de moi et mon background, moi, ça fait 7 ans que je suis dans une entreprise que j'ai montée qui s'appelle D26. Pendant ces 7 années, en fait, à la base, j'étais en profil vraiment développeur. Et sauf que je portais beaucoup les projets entièrement, en fait, de A à Z, la construction, l'établissement, l'architecture, etc. Donc, j'ai gagné en expérience avec le temps. Et notamment, j'ai appris plus en plus les technologies. Au début, je faisais du développement classique, j'ai envie de dire. Puis ensuite, voilà, comment est-ce qu'on déploie en production, comment est-ce qu'on évite les erreurs de balancer en production et tout exploser, et les différentes technologies autour de ça. Et en fait, petit à petit, ça m'a amené à faire de plus en plus donc de chefferie de projet, d'architecture. Et naturellement, ça m'a poussé vers le DevOps. Et là, ce que je vais essayer de vous montrer, en fait, c'est justement ça. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui est très attaché au DevOps et au DevSecOps en général, à la sécurité. On fait beaucoup de sécurité chez nous. Et tout ça, ça m'a amené en fait aussi à, du coup, faire des petites formations comme ça, voilà, vous montrer que dans un environnement .NET, parce on utilise beaucoup .NET, ici on est tous orientés .NET puisque c'est les VACD. Donc sur Azure et sur du .NET, on peut très facilement bootstrapper des projets, en fait, démarrer des projets, les mettre en production, mettre en place un petit peu toute l'architecture qu'on a besoin, et ça au final un peu moins d'une heure, puisqu'on a un peu moins d'une heure lors de ce talk. Donc c'est ce que je vais vous montrer. C'est une présentation qui va être purement de la démonstration. J'ai très peu de slides et je pense que je vais pas du tout les utiliser. Je vais essayer de vous montrer un maximum de choses pendant cette heure-ci sur comment démarrer un projet, le mettre sur Azure, mettre en place tout l'environnement un petit peu comme il faut entre parenthèses. Puis j'aurai pas le temps d'aller voir tous les services Azure évidemment, c'est-à-dire faire une architecture redondée, sécurisée avec des web application firewall, etc. Mais je vais essayer de vous montrer un maximum de choses en fonction du temps qu'on a. Donc moi quand je démarre un projet, tout simplement, je vais commencer. La première chose que je vais faire, ça va être vraiment de mettre en place l'environnement dans lequel je vais aller sauvegarder mon code et structurer mon projet, avant même de taper la moindre ligne de code. Pour une raison toute bête, c'est que en fait, quand on démarre un projet, si on démarre quelque chose, même si c'est du test, ça veut dire que on a besoin de vérifier des choses, on va produire des choses qui ont à 95% un intérêt. C'est-à-dire que si on fait un test de quelque chose qui marche pas, ça peut être intéressant de le garder de côté pour ensuite pouvoir le réutiliser plus tard quand on veut justement passer de quelque chose qui est en bêta, commencer à vouloir justement en produire quelque chose de plus viable, ou à l'inverse dire tiens voilà ça c'est des erreurs que j'ai faites, quelqu'un d'autre doute que je m'y sois bien pris, comme ça il peut aller voir le code, vérifier ça et essayer de faire mieux, donc du coup lancer un vrai projet, ou au contraire se rendre compte que le test effectivement n'a pas abouti. Donc le premier truc que je vais faire, c'est justement donc initialiser ce projet. Et pour ça, je vais utiliser l'usine logicielle qui est Azure DevOps. Azure DevOps, dont le nom avant sur la partie on-premise s'appelait TFS, Team Foundation Server. Et pour décrire un petit peu plus que ce qu'est une usine logicielle, en fait, ça va consister à justement définir pour un projet un endroit où on va pouvoir sauvegarder le code source, définir les différentes choses à effectuer au cours du projet, les différentes milestones, les différentes tâches, et suivre toute la vie du projet. En fait, on va parler de Application Lifecycle Management, donc gestion du cycle de vie d'une application, puisque voilà, une application, ça vit dans le temps. Il va falloir pouvoir suivre ça dans la durée. Donc là, ce que je vais faire, c'est sur Azure DevOps. Donc vous pouvez aller sur dev.azure.com. Il faut savoir que c'est gratuit jusqu'à 5 utilisateurs. Et ensuite, les utilisateurs suivants sont payants pour chaque utilisateur supplémentaire. Donc vous allez payer au 6e, au 7e, etc. Ce qui est assez avantageux en termes de licensing. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau projet, qu'on va appeler Project VACD, par exemple. Et là, ça va initier en fait mon dépôt. Donc, je vais avoir un nouveau dépôt où mettre mon code source et pouvoir structurer mon process selon un process agile, par exemple, et des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'écran de base sur lequel on arrive. Vous voyez, j'ai différentes parties ici sur la gauche. Donc ça, c'est un service Azure, hein. Ça s'intègre directement dans la console Azure et c'est directement connecté notamment à votre Active Directory, donc à votre gestion de compte, votre gestion d'identité et le SSO, le Single Sign-On. Ce que je vais pouvoir avoir ici, je vais avoir un wiki que je vais pouvoir alimenter au cours de mon projet pour pouvoir donner toutes les spécifications. Je vais avoir une partie boards
qui est assez intéressante puisque ça va être tout le suivi de mon projet, les différentes tâches à faire, les remontées de bugs, l'organisation de mon projet sur le plus ou moins long terme, les trucs à régler de suite, mais aussi où est-ce qu'on veut être dans un an. On va pouvoir l'organiser en sprint. Donc là, on va parler de méthodologie agile, Scrum, etc. La partie repository, c'est celle qui nous intéresse en priorité ici. Ça va être la sauvegarde du code. Donc ici, on va être derrière principalement du Git. Donc je vais pouvoir sauvegarder mon code, l'envoyer, le partager, travailler en équipe avec, gérer mes branches, etc. Enfin, toute la gestion classique de Git. Ensuite, je vais avoir la partie pipeline qui va nous intéresser dans une seconde partie. Ça va être l'intégration continue et le déploiement continu. Donc le fait de produire des artefacts, je reviendrai sur ce qu'est un artefact un peu plus tard. Et la partie donc déploiement continu, le fait de dire, ben voilà, une fois que j'ai mon artefact, donc une fois que j'ai mon application qui a été packagée, je vais pouvoir la déployer sur mon environnement de test, de pré-prod, de prod. J'ai 15 serveurs, j'ai des grappes de serveurs, j'ai plein de choses, bah, de pouvoir en fait suivre tout ça et éventuellement avoir des tests, des validations entre les deux et autres. Chose très intéressante qu'on ne retrouve pas forcément sur les autres usines logicielles concurrentes, et je trouve c'est un peu dommage, ça va être toute la partie test qui est vraiment très avancée, puisqu'en fait, c'est le dérivé de ce qu'on appelait avant le test manager, qui était un service à part dans l'écosystème Microsoft et qui permettait de gérer justement les tests assez finement. On va pouvoir créer des procédures de tests manuelles pour pouvoir les suivre, donc ordonner ces cahiers de tests quand on a des grosses applications et une rigueur qui doit être suffisante. Et ensuite, toute la partie, ben justement, tests automatisés, etc. Et tout ça va se lier directement dans la partie board. Et Artefact, c'est si vous avez justement la partie artefact va gérer toute la partie, comment dire, flux en fait, package manager, voilà, type NPM, Nugget et autres. Si jamais vous déployez vos propres applications, vous allez pouvoir gérer ces flux-là en fonction de quelles applications vous autorisez ou pas depuis l'extérieur, mais surtout, si vous avez vos propres librairies, vous allez pouvoir créer vos propres flux de package manager et venir les alimenter, les versionner et autres, et les mettre à disposition au public si besoin ou les garder privés. Donc ce que je vais faire, je vais initialiser mon dépôt. Et je vais initialiser mon dépôt de façon vraiment basique. Je vais mettre un README et un Gitignore qui sera vide. Et là, j'ai initialisé mon dépôt pour le code. Ce que je vais pouvoir faire, c'est directement cliquer sur le bouton clone et choisir ici quelle IDE j'utilise, quel est mon IDE favori pour venir cloner le projet sur mon PC. Et ça, c'est ce qui est vraiment bien, je trouve, dans l'environnement Microsoft, c'est que avant, j'utilisais des outils autres que Microsoft. J'étais notamment un expert sur la partie Atlassian, donc Jira, Bitbucket, Bamboo, et Confluence. Mais c'est vrai que le fait d'avoir plusieurs outils tiers qui doivent s'interconnecter ensemble, c'est un petit peu compliqué. Donc là, voilà, il me demande où est-ce que je veux cloner le projet. Ce qui est avantageux avec le tout Microsoft, c'est vraiment que avec cette partie SSO notamment, en fait, ben, j'ai mes outils, ils s'interconnectent entre eux. À partir du moment où j'utilise le même compte, j'ai les bons droits, boum, je demande l'autorisation d'un process à l'autre, ça se fait automatiquement. Genre là, typiquement, mon IDE doit venir se connecter à Azure DevOps. Ben, j'ai pas besoin de rentrer mes credentials. De suite, c'est le même compte. Du coup, j'ai les autorisations. Là où, par exemple, sur la plupart des process guides, justement, on a un compte par service. On a peut-être un compte sur l'IDE, mais on a un autre compte pour se connecter à Git. Donc là, il est en train de cloner mon projet. Et voilà, j'ai bien mon projet qui a été cloné. Donc une fois que j'ai cloné mon projet, ce que je vais faire, enfin mon dépôt Git, je vais créer une nouvelle application, donc une nouvelle application web en .NET Core principalement, puisque comme ça, j'ai quelque chose de cross-platform. Hop, on va l'appeler là encore Project VACD Web App. Je vais choisir dans quoi je le mets. Et voilà. Là, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir plusieurs bootstraps en fait d'applications qui vont me permettre de gagner beaucoup de temps. Je peux partir d'une application vide, mais sinon, je peux directement créer des API, créer des web apps, bootstrapper des projets Angular ou React très très rapidement avec quelque chose de viable derrière. C'est-à-dire que j'aurai déjà une application que je peux lancer, exécuter, et elle tourne. En fait, elle est fonctionnelle avec une base de données, une gestion des droits et autres si je l'ai demandé. Je peux avoir des templates autres si besoin. Je peux choisir
certaines authentifications. Donc, soit on a une identification qui va être classique en base de données, comme la plupart des applications, mais si je fais par exemple un intranet ou pour un besoin spécifique, je peux me connecter à mon Azure AD très facilement. Et du coup, utiliser le single sign-on de Microsoft, de Azure, pour m'identifier dans l'application, ce qui est assez avantageux. Donc là, je vais faire un truc classique avec les comptes en base de données. Pareil, je peux utiliser du Docker. Et on va le voir tout à l'heure dans le déploiement sur Azure, que ça peut avoir son importance, que ça peut être intéressant. Je peux directement dire que mon projet va être bootstrapé avec Docker. Et donc, j'aurai un Dockerfile. Et quand je vais exécuter le truc sur Visual Studio, je l'exécuterai au sein de Docker. Quand je le déploierai, ça sera une machine Docker. Et donc, un Docker qui soit basé sur Linux ou sur Windows. Hop là. J'ai mis Slick. J'ai mis Slick. Et du coup, je ne vais pas faire ça. Pour les besoins de la démo, je vais juste recréer le projet en fait. Je vais créer le projet sans Docker. Project VACD Web App. On va l'appeler 2 pour gagner du temps. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est juste, je vais avoir plusieurs projets au sein d'une même solution. Ce qui peut être assez intéressant, mais ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Donc là, voilà, déjà en quelques minutes, j'ai créé à la fois mon dépôt de code et aussi mon application web qui est parfaitement fonctionnelle. C'est-à-dire qu'ici, alors ça, c'est une petite erreur que j'ai vue tout à l'heure, un petit problème. Quand on crée le projet pour la première fois, étrangement, on n'a pas moyen de l'exécuter de suite. Donc, il faut juste que je le réouvre avec Visual Studio. Voilà. Je n'avais pas forcément le bouton pour lancer 2JS Express. Mais donc voilà, en quelques minutes, j'ai créé mon projet fonctionnel, comme je vais vous montrer. Hop, on va se mettre sur Web App 2. Vous voyez, sur Web App 1, je pouvais lancer Docker. Là, je vais lancer directement 2JS Express, qui sera plus rapide. Et je vais pouvoir ensuite envoyer mon application sur Git directement. Donc là, si je vais voir les différents changements, mon application se lance. Ça prend quelques secondes la première fois. Voilà. Donc c'est un bootstrap classique hein, avec les différentes pages, le moyen de m'enregistrer, de me loguer, les connexions à la base de données, tout est sécurisé. Il y a la gestion des rôles qui est prévue, etc. Enfin, un vrai bootstrap d'application pour vraiment gagner du temps, notamment sur tout ce qui est gestion d'identité. Je trouve ça c'est vraiment très intéressant. Ici, dans mon Git, donc je vais faire juste un peu de nettoyage, c'est-à-dire que si je prends mon Git ignore ici, je vais enlever les répertoires qui sont propres à Visual Studio, aux objets compilés et des choses comme ça, qui ne sont pas forcément intéressants, que je n'ai pas forcément envie de garder dans la durée. C'est que je n'avais pas sauvegardé ce fichier-là. Voilà. Et je vais faire mon premier commit, tout simplement. Donc là, si je reviens en fait sur mon Azure DevOps, voilà, j'ai bien mon premier commit qui a été fait, j'ai mes applications qui sont sauvegardées, tout va bien pour l'instant. Maintenant, on va passer sur la partie intéressante qui va être le déploiement de mon application. C'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir, une fois que j'ai démarré mon projet, que je le sauvegarde, comment est-ce que je vais pouvoir l'envoyer sur Azure pour le faire tourner, le proposer aux différentes personnes et autres. Donc en fait, je vais utiliser notamment toute la partie PaaS. Alors, il faut savoir que Azure, on va proposer du IaaS et du PaaS. Le IaaS, l'infrastructure as a service, on va vous proposer en fait des services qui sont où vous allez avoir plus de management à faire. Typique, l'exemple le plus concret, c'est les machines virtuelles. Les machines virtuelles, vous allez devoir gérer les systèmes d'exploitation, l'installation de vos services, etc. Vous allez avoir plus la main sur le système, évidemment. Vous allez avoir plus de choses à gérer, notamment la sécurité et autres.
Moi, je suis plutôt friand de tout ce qui est PaaS. C'est vraiment le gros intérêt du cloud par rapport à ce qui existait il y a 10-15 ans, enfin, à la majeure partie des choses qu'on faisait il y a 10-15 ans. C'est qu'avec le PaaS, en fait, vous allez juste déployer vos applications et vous occuper de quasiment rien. Quand vous avez besoin d'une base de données, vous allez dire j'ai besoin d'une base de données, je gère ce qu'il y a à l'intérieur de ma base de données, mais après, la base de données en elle-même, la gestion des mises à jour, de la sécurité et autres, c'est pas moi qui m'en occupe. Je vais gérer certaines choses au niveau de la sécurité, notamment je vais pas mettre des mots de passe faibles, etc. Mais le système, c'est pas moi qui gère. Pareil, au niveau des applications, je vais déposer mon application et je veux que tu me fasses tourner mon application. C'est pas moi qui vais gérer les couches en dessous. Et ça, c'est vraiment un gros gain de temps, à la fois pour les administrateurs, pour les développeurs, pour tout le monde. Et un gain de sécurité aussi. Donc, je vais créer un nouveau app service pour héberger mon application. Comment ça va se passer? Ben, typiquement, là, voilà, j'ai créé un ressource groupe démo VACD. Donc, les ressources groupes, pour rappel, c'est juste des entités logiques qui vont vous permettre de gérer plus facilement la facturation, mais aussi la destruction. Si jamais à un moment, voilà, là, je fais une démo. Quand j'aurai fini, je pourrai détruire mon ressource groupe et tous les services que j'aurai créés à l'intérieur seront détruits d'un coup. Je peux publier à la fois du Docker ou du code, hein. Ça, c'est à vous de voir. Et parmi le code, vous voyez que je ne suis pas limité aux technologies .NET, très clairement pas. Je peux déployer du Python, du Ruby, du Node, du PHP, enfin, je suis vraiment libre. Alors, si vous n'avez pas la technologie ou la version que vous voulez, vous pouvez toujours, comme je disais, vous rabattre sur les machines virtuelles et déployer quelque chose sur lequel vous avez pleinement la main. Mais là, l'idée, c'est encore, si possible, si vous utilisez les technologies qui sont disponibles ici, d'avoir quelque chose qui soit facilement déployable, facilement maintenable et sur lequel vous allez gagner du temps. Côté système d'exploitation, donc du Windows. Et vu que j'ai envie que mes données et mes process soient gérés de façon souveraine en France, on va dire que je vais déployer ça sur un data center français. Ensuite, ce que je vais avoir, c'est justement mon App Service Plan. Donc l'App Service Plan, en fait, c'est l'entité de facturation, c'est le niveau de service de facturation de vos App Services que vous allez avoir. En fait, ça va correspondre à la puissance que vous allez demander et du coup le tarif qu'il va y avoir. Donc imaginons je fais un nouveau App Service Plan. Donc Project VACD App Service Plan, donc ASP on va dire. Et je vais pouvoir, en fait, ici, sélectionner la taille de mon service. Donc, vous voyez, j'ai des environnements de dev, dont notamment des fritières. Hein. Vous pouvez tester les choses gratuitement. Vous avez des choses à pas très cher pour justement tout ce qui va être déploiement de test. Et ensuite, vous avez des choses en fonction de vos besoins sur la production ou même voir des instances complètement isolées pour des besoins très spécifiques. Et il faut savoir que sur ce niveau-là, donc par exemple sur du standard, là je vais commencer sur un tarif à 76 €. On va me proposer sans ACU et un peu moins de 2 Go de RAM. Sans ACU, c'est en gros une unité de mesure pour tout ce qui va être puissance processeur. Et la mémoire, il faut savoir que j'ai beaucoup d'échos comme quoi on peut dire ouais c'est un peu faible et tout, 2 Go de mémoire, est-ce que ça va suffire? Il faut prendre en compte qu'ici, c'est uniquement pour votre application. Là encore, on va uniquement héberger l'application. C'est-à-dire que tout ce qui est mémoire consommée en général pour vos systèmes, pour vos services tiers, qui sont au final d'autres services Azure ou qui sont directement intégrés dedans, tout ça ne va pas consommer de la mémoire. Pareil, la base de données est un service à part, donc je n'ai pas besoin de prévoir la mémoire pour la base de données ici. C'est vraiment uniquement pour mon application. Donc je vais créer ici mon App Service Plan et le service attaché. Je vais mettre en place Application Insight. Si j'ai le temps, je vous parlerai un petit peu plus de ça. C'est un collecteur de logs pour vos applications qui va vous permettre de monitorer votre application à la fois du point de vue système, puisqu'il va vérifier voilà, si votre application tourne bien. Il va vérifier si jamais vous avez des messages d'erreur dans vos applications et récupérer les stack traces. Et en plus de ça, vous allez pouvoir alimenter dans votre application des logs personnalisés pour remonter dans App Insight et au final, dans App Insight, avoir une vue globale du fonctionnement de votre application, qui est donc un service extrêmement intéressant, extrêmement utile pour les développeurs et même toutes les personnes qui sont amenées à monitorer de l'application. Donc voilà, là j'ai mon service qui a été créé, donc mon app service. Et si je vais justement dessus, alors pourquoi je ne le vois pas? Voilà, Project VACD, il vient d'arriver. Ça prend parfois quelques secondes. J'ai une application basique qui a été créée, où il n'y a rien dessus. Il me demande justement de déployer du nouveau code. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais dire, ben voilà, j'ai créé ma petite application, elle tourne bien. Et ce que j'ai envie de faire, en fait,
c'est justement de l'envoyer sur Azure, vérifier que ça tourne bien sur Azure. Et là encore, c'est très très simple quand on a du tout connecté Microsoft, parce qu'ici, je vais pouvoir me connecter, je vais dire, je vais me balancer sur Azure. C'est un app service plan Windows. Voilà. Détecte-moi avec mon compte tout ce que je vais pouvoir avoir ici de disponible. Project VACD, parfait. On va déployer ici. Et ce qui va se passer, c'est que je peux envoyer directement mon code sur Azure. Donc là, on est d'accord, je n'utilise pas du tout l'intégration continue. C'est quelque chose de très bourrin, faut pas faire ça. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, vous avez vraiment des ressources qui sont connectées partout. Et quand vous avez des développeurs, typiquement, si vous avez des machines virtuelles que vous leur mettez à disposition pour tester le code, vous déployez votre environnement et vous voulez qu'ils testent leur code, vous pouvez très bien faire ça et leur donner la main juste sur leur environnement. Typiquement, si je reviens sur Azure, quelque chose dont j'ai pas encore parlé, c'est alors, juste que je le retrouve, ça va être voilà, les deployment slots. Les deployment slots, en fait, ça va être au sein d'un même app service. Vous allez pouvoir créer des environnements qui soient similaires à cet app service, qui soient rattachés à cet app service pour différents besoins. Typiquement, ça va être des configurations qui peuvent être dupliquées et qui vont être très proches. Typiquement, vous allez pouvoir créer ici des environnements de test, avoir votre process test pré-prod, prod. Vous allez pouvoir faire du A/B testing avec notamment, voilà, ici vous pouvez voir qu'il y a du trafic et qu'on peut rediriger le trafic sur son site en fonction du besoin. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour faire du A/B testing ou typiquement, quand vous changez de version, vous avez la version 1.3 et vous allez passer sur la version 1.4, typiquement, vous allez monter le trafic petit à petit, rebalancer 10% du trafic, puis 20%, 30%, et puis si tout se passe bien, en fait, petit à petit, passer tout le monde sur la version 1.4. Balancer aussi des slots, justement pour vos développeurs, que chaque développeur ait son propre slot qui soit ISO par rapport à la production, et vérifier que du coup, il puisse vérifier lui-même que tout fonctionne bien. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Là, j'ai déployé depuis mon Visual Studio et on voit que mon code tourne sans problème. C'est parfait. Mais c'est pas encore ce qui m'intéresse exactement. Moi, ce que je veux, c'est structurer mon projet. Je veux pas que mes développeurs ils balancent directement sur Azure. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Justement, via les différents services Azure, je vais pouvoir mettre en place de l'intégration continue. Et on va voir que là encore, la connexion complète de tous les services Microsoft fait que ça peut aller très vite. Ici, je dis, voilà, j'ai un Azure Repo Git. Je vais dire à chaque fois que ma branche master, ma branche principale du code est envoyé dessus, donc à chaque fois que j'ai du code qui a été validé sur ma branche principale, je vais créer un artefact à partir de cette application. Donc un artefact, en quoi ça consiste? Ça consiste à avoir un package de mon application qui soit stable, qui soit verrouillé, qu'on ne bouge pas dans le temps et qui soit versionné, afin que justement quand on ait des phases de test, de pré-production, de production, quand on dit ce package-là a été testé et validé, je suis sûr que le package que je balance en production, c'est exactement le même que celui que j'ai balancé sur mon environnement de test, parce qu'il n'aura pas été altéré entre les deux. Là, c'est un principe de sécurité qu'on appelle l'intégrité qui est très important. Et donc le process de build, le process de pipeline, c'est ça qui consiste à faire, de créer un artefact qui est en fait une version où l'intégrité de l'objet sera préservée. Vu que j'ai du .NET Core, je vais regarder ici, dans les templates qui me sont proposés, si justement j'ai quelque chose dans ce goût-là. Il semble que oui. Donc parfait. Je vais choisir ça et là, magie. En fait, j'ai déjà un process qui est vraiment pas mal, qui consiste à restaurer mon code, builder mon code, faire du test et publier mon artefact. Et ça, c'est déjà prévu. Donc je vais tout simplement le sauvegarder, l'envoyer. Alors, si je veux faire de l'intégration continue, en fait, j'ai un petit bouton ici qui, grosso modo, va permettre de, chaque fois que, comme je disais tout à l'heure, il y a du code qui est envoyé sur master, boum, on va directement déployer, on va directement builder. Hop. On va builder sur du Windows et on va envoyer ça directement. On va créer notre petit artefact pour plus tard. Donc là, j'avais un petit bug aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il me sauvegarde ma configuration, il les lance, voilà. Le code est en train de builder, mais il y avait une petite erreur sur l'interface. Donc à côté de ça, je vais directement vous présenter le pipeline, donc pour le déploiement vers Azure. Et là, c'est pareil en fait. J'ai plein de templates. Je peux partir de zéro, mais j'ai plein de templates.
Donc, je vais faire un app service deployment. Je vais déployer sur un app service. Je vais dire que ça va être ma production, par exemple, puisque j'ai qu'un service pour l'instant. Et voyons voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc là, à l'intérieur, il va me demander quelle est ma Azure Subscription, donc quel est mon compte de facturation. Et vu que je suis connecté avec le même compte, vu que c'est du SSO, du Single Sign-On, entre le Azure DevOps et le portail Azure, ben, je vais pouvoir lui demander avec un simple clic de créer un pipeline sécurisé entre les deux pour autoriser mon projet, donc ce service-là, à aller directement toucher à la Azure Subscription. Ensuite, voilà, je vais déployer une application sur une web app Windows et je vais rafraîchir ici les services disponibles et je vois que j'ai mon projet VACD. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Voilà. Là, j'ai créé un process de déploiement où directement, en un clic, je peux dire que mon artefact, je le déploie sur ce service sans aucun problème. Mais je n'ai pas encore du déploiement continu. Le déploiement continu, donc comme l'intégration continue, quand j'envoie du code, il se build automatiquement. Le déploiement continu, l'idée, c'est que quand on a un nouvel artefact qui soit disponible, directement, on passe dans le workflow de déploiement. Ça, je vais le configurer ici, dans l'ajout d'un artefact. Je vais dire quelle va être ma source de l'artefact. Et typiquement, là, je vais pointer le pipeline que j'ai fait précédemment. Donc là, j'ai choisi mon pipeline. Et puis, si je vais chercher du côté des triggers, je peux dire, voilà, déploiement continu. Je peux sélectionner seulement certaines branches. Par exemple, si j'ai plusieurs pipelines de release et que j'ai certains pipelines de release propres à certaines branches en particulier, notamment j'ai une branche V1.3 qui a un pipeline de release particulier, une branche V1.4 qui a un autre pipeline de release, parce que c'est des serveurs différents, parce que il y en a une qui est en production, l'autre en pré-prod, bref. Vous pouvez arranger à votre sauce en fonction de différents paramètres. Et là, voilà, en moins d'une demi-heure, j'ai déjà pu créer un nouveau projet sur Azure DevOps, un nouveau projet dans Visual Studio, le comité sur Azure DevOps, donc le sauvegarder sur Azure DevOps, le balancer sur Azure, créer mes services sur Azure et créer toute ma gestion d'intégration continue. Alors, il manque un petit service dont j'ai pas eu l'occasion de parler tout à l'heure, ça va être la base de données sur Azure. Donc, en attendant que ça build, je vais vérifier si c'est en cours ou pas. Voilà, c'est encore en cours. Donc, en attendant que ça build, on va voir du côté des bases de données. Donc, notamment des bases de données Azure SQL. Le Azure SQL, donc c'est du SQL Server qui a été envoyé sur Azure. C'est très légèrement différent. Il y a quelques spécificités en fonction de si vous utilisez des fonctions avancées, mais globalement, sinon, on reste sur la même chose, c'est du TSQL et autres. Donc, comme pour les app services, je vais pouvoir créer très facilement ma base de données. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner mon ressource group. Donc là, vu qu'on est toujours sur les démos VACD, j'utilise toujours le même ressource group. Comme je disais, ça va me permettre de gérer ma facturation, mais aussi gérer la destruction des entités une fois que j'ai terminé très facilement. Donc on va l'appeler Project VACD, lui aussi. Et on va déterminer où est-ce que je veux stocker ma base de données. Là encore, je veux que mes données soient stockées de façon souveraine. Donc on va les stocker sur un serveur en France. Est-ce que je veux que ça soit un pool élastique? Non. Et ensuite, au niveau de la facturation, il faut savoir qu'il y a deux types de facturation au niveau de la base de données, des bases de données Azure SQL. Il y a les bases de données, justement, comme ici, qui vont être en fait des bases de données provisionnées par rapport à de la puissance physique, donc des vecteurs, de la mémoire vive, des choses comme ça, et qui commencent voilà, les tarifs les plus faibles commencent à 243 € par mois. Et ensuite, sinon, vous avez des bases de données qui, elles, sont des bases de données pas mutualisées, mais on a un principe de DTU. Donc, c'est un petit peu comme les ACU tout à l'heure. C'est une unité qui va permettre de jauger la puissance, la vélocité de la base de données qu'on va vous offrir. Donc, typiquement, ici, j'aurai une base de données de 250 gigabits avec 10 DTU. Donc, ça, après, il faut éprouver un petit peu ce qu'est un DTU pour comprendre à quel besoin vous en avez, mais vous voyez, c'est 15 €, enfin 16 € par mois pour une base de données sécurisée sur laquelle vous n'avez pas besoin de gérer votre système, etc. 250 gigas, c'est très raisonnable. Et ensuite, vous pouvez très facilement augmenter en fait
la puissance de calcul en fonction de vos besoins. Là, on est sur du standard. Vous avez aussi des offres basiques qui coûtent encore moins cher. Pour 5 euros, vous pouvez avoir une petite base de données test au besoin. Et vous avez des offres premium pour des besoins un petit peu plus violents. Notamment, si je dis pas de bêtises, des offres premium, je crois que c'est du SSD très rapide garanti derrière, en fait. Donc nous, on va prendre juste une offre standard en S1, donc le plus faible, et on va créer cela. Pareil, on va nous demander au niveau du networking ce qu'on fait. Alors, il faut savoir que sur Azure, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer des VNet, donc des virtual networks, où vous allez pouvoir regrouper vos différentes ressources qui doivent communiquer ensemble dans un même réseau et idéalement les isoler, en plus des réseaux externes, pour les protéger en termes de sécurité et puis potentiellement aussi augmenter leur vélocité et autres. Notamment, par exemple, j'ai mon application et mon app service qui vont fonctionner ensemble. Ma base de données n'a pas besoin d'être accessible depuis l'extérieur, uniquement par mon application. Et mon application va en fait avoir un point d'entrée, par exemple un pare-feu, un WAF, qui s'appelle Application Gateway dans Azure. Et ça sera mon seul point d'entrée. Et bien typiquement, vous pouvez créer un virtual network dans lequel vous allez avoir ces 3 services à l'intérieur, votre WAF, donc votre application gateway qui va servir de point d'entrée sur lequel tout le monde se connectera, qui sera, qui sera transféré ensuite à votre app service. Donc votre app service qui sera protégé par le Web Application Firewall préalable. Et cet app service qu'on ne peut pas contacter directement va communiquer avec la base de données qui, elle aussi, est isolée. Quand vous créez une base de données, vous allez pouvoir la créer depuis un backup ou depuis un sample. Moi, en l'occurrence, je vais créer une base de données vierge. Elle sera alimentée par mon application. Vous pouvez gérer des tags. Et voilà, vous avez un petit récap. On va créer la ressource. Comme tout à l'heure, ça prend quelques minutes. Donc mon pipeline, voilà, il est fini. Ça a pris 2 minutes 54 de builder mon application. Et là, en fait, j'ai un artefact. Comment est-ce que ça va se retrouver? Ah, effet démo. Donc visiblement, l'intégration, le déploiement continu a été fait directement. Il a bien lancé le déploiement, mais par contre, visiblement, le service a fail. Oui, puisqu'en fait, j'ai créé plusieurs applications et j'ai mal géré la façon dont elles allaient être déployées. C'est pas grave, ça va me permettre justement de, à la limite, nettoyer un petit peu tout ça et de vous montrer que justement, le déploiement et l'intégration continue vont fonctionner correctement. Donc je vais juste créer dans les fichiers, nettoyer un petit peu l'ensemble. J'essaie de vous glisser la fenêtre. Donc là, j'ai supprimé le second projet et je voulais faire, voilà, je voulais aussi provoquer un changement au niveau de la home, qu'on puisse bien voir qu'il y a un changement. VACD Viewers. Hop. Donc, je sauvegarde tous mes changements sur mon dépôt. Et si je reviens directement sur Azure DevOps, alors, où est mon écran? Il est ici. J'ai mon code qui a été mis à jour. J'ai mon pipeline qui est envoyé. Et normalement, tout à l'heure, on va voir que justement mon application va se déployer. Donc là, j'ai ma base de données qui a été créée. J'essaie vraiment de vous montrer un maximum de choses sur les services pendant les quelques minutes qui nous restent. Là, j'ai ma base de données qui a été créée. Et en fait, si je vais venir voir cette fameuse base de données, ce que je vais avoir, c'est, alors, hop, je vais pouvoir récupérer directement ma connection string à mettre en place dans mon code pour justement pouvoir aller taper dessus, aller chercher les informations. Mais dans un process d'intégration continue, une des erreurs qu'on a l'habitude de voir quand on fait des audits, c'est que cette connection string, en fait, on la retrouve souvent directement dans le code source et notamment dans les dépôts, en fait, qui peut être plus ou moins caché, mais on la retrouve vraiment souvent dans les dépôts. On peut la retrouver aussi parfois de façon un peu plus propre
C'est-à-dire directement dans la gestion du pipeline ou des releases, c'est-à-dire que cette information-là, cette chaîne de caractères qui va permettre de se connecter à la base de données, elle va être alimentée directement pendant le process de build et envoyée, injectée dans le code pour éviter que les développeurs ne puissent la récupérer. Mais toutes les personnes qui ont accès à ces pipelines, souvent ces pipelines ne sont pas suffisamment protégés et du coup, les personnes qui ont accès peuvent récupérer cette information. Le problème quand on fait ça, quand cette information est accessible, c'est que souvent, le moindre stagiaire, la moindre personne sur laquelle on n'a pas forcément confiance peut récupérer cette chaîne de caractères et avoir la base de données de production disponible. Alors avec potentiellement du filtrage IP, mais si la personne est dans l'entreprise et que vous avez autorisé les IP de l'entreprise à y accéder, ça rend la protection caduque. Donc quelque chose qui est très intéressant en fait au niveau des app services, en termes de sécurité, c'est que dans les configurations des app services, vous allez pouvoir voir ici que vous allez changer plein de variables d'environnement de votre application et vous allez pouvoir les changer à la volée. Et ça, c'est un gros avantage parce que vous allez pouvoir avoir la main sur votre application en fonction de l'endroit où vous allez les déployer. Vous avez plusieurs app services, vous voulez que votre application fonctionne légèrement différemment en fonction des variables d'environnement, vous allez pouvoir les ajuster directement ici et pas forcément créer des builds et des artefacts différents en fonction de vos déploiements. Ce qui soulage beaucoup le, le management de la chose. Vous avez moins d'artefacts à gérer, moins de déploiements à problème, c'est toujours le même package. Par contre, la variable d'environnement est directement mise à l'endroit où il faut. Et donc ici, on a une partie spécifique pour les variables d'environnement qui sont les connection strings et sur lesquelles vous allez pouvoir directement donc, mettre votre connection string. Et ceci va remplacer la connection string que vous aviez mis au préalable dans votre code. Ce qui fait que dans votre code, donc si je reprends mon projet, typiquement, je vais vous montrer où est cette fameuse connection string. Ici, dans mon app setting, j'ai une connection string qui dit je vais me connecter à une base de données en local, qui est ma base de données à moi. Et chaque développeur a sa base de données à soi, comme ça. Mais du coup, pour fonctionner avec la production, il faut bien changer ça. Et en fait, vous allez pouvoir le faire directement ici en disant, voilà, ma connection string, c'est du SQL Azure. Ici, je l'ai appelé default connection. Donc, par exemple, ma connection string, voilà, c'est default connection. Et je copie-colle le code qu'on m'a envoyé tout à l'heure, sachant que il faut juste remplacer le mot de passe qui est mis dans la connection string par votre mot de passe à vous. Et si directement mon application va se connecter à la bonne base de données. Et ça, c'est bien plus sécurisé. Parce qu'au final, de toute façon, la personne qui, en termes de sécurité, qui a accès à l'app service, elle va contrôler votre application. Donc au final, vous ne donnez pas plus de droits à une personne que ce qu'elle n'en a déjà de ce côté-là. Par contre, vous allez limiter justement que cette information soit volée au niveau de votre intégration continue ou pire, au niveau de votre code. Donc, je vais revenir sur mon pipeline. Voilà, cette fois, le pipeline a pris 1 minute 20 pour être exécuté. J'ai enlevé le projet que j'avais mal démarré, donc là, il a pu déployer correctement, parce que tout à l'heure, il avait deux projets, donc il ne savait pas forcément lequel déployer. Là, il n'y en avait qu'un, il a trouvé le bon. Et si je retourne sur ma home page et que je recharge, voilà. Donc on voit bien que la petite mise à jour que j'ai faite, c'est déployé automatiquement et vous avez vu, j'ai eu rien à faire. Je vous ai expliqué au final comment marchaient les configurations des app services et vous avez pas du tout, je me suis pas du tout occupé de ce qui se passait du côté de VACD. Et ça, c'est un vrai confort. Tout ça, au final, là encore, je le répète, en moins d'une heure. Là, j'ai vraiment bootstrappé un projet de A à Z. En moins de 40 minutes, vous pouvez lancer quelque chose. C'est pour ça que je disais au début, dès que vous avez quelque chose, une petite application ou quoi, vraiment, prenez le temps de faire ça. Ça va permettre de structurer votre projet, de structurer dans le long terme, de structurer votre équipe aussi. Si tout le monde apprend comment le faire, au final, ça va assez vite. Et tout le monde maîtrise un petit peu ce process. Et voilà, c'est plein de bonnes choses et ça prend pas forcément beaucoup de temps. L'argument de j'ai pas le temps de faire ça n'est pas toujours valable. Ensuite, ce que j'aurais aimé vous montrer donc, c'est du côté de App Insight. Puisqu'on a quelques minutes encore. App Insight, voilà, qui va être le service d'Azure, comme je disais, qui va vous permettre de contrôler votre application. Et ça, c'est vraiment
très intéressant. Vous allez avoir des retours sur votre application. App Insight, ça va être un service qui, à la fois, comme je disais, va être au niveau de la machine, du système, puisqu'il va donner quelques infos système, va être au niveau de l'application, mais au niveau de votre code aussi, et même au niveau utilisateur, parce que App Insight, c'est aussi du JavaScript qui va être exécuté côté utilisateur dans votre application et qui va permettre de récupérer certaines informations un petit peu à la manière d'un Google Analytics. Ce que ça va permettre de faire, voilà, vous avez quelques exemples ici de tableaux. Les requêtes failed, donc en fait les erreurs 500 et autres que vous allez avoir sur votre application, vous allez pouvoir voir les remonter ici. Le server response time, vous allez aussi avoir du coup le client response time, c'est-à-dire combien de temps les pages web de votre application vont mettre à se charger, les JavaScript et autres. Alors, si vous avez trop de JavaScript, justement, vous pouvez peut-être faire des choses avec du CDN ou autre. Vous allez avoir les requêtes serveurs, évidemment, la disponibilité, bon, pas mal de petites choses. Dans les écrans intéressants, vous avez l'application sitemap. Donc là, actuellement, on va rien voir puisque j'ai rien connecté. Mais quand vous avez des microservices, quand vous avez des bases de données, surtout si vous utilisez plusieurs bases de données, par exemple, vous avez une base de données NoSQL pour certains traitements, vous avez du Azure SQL pour vos données persistantes. Bref, vous utilisez plusieurs bases. Mais en fait, ici, ça va vous faire une cartographie de vos services, les interconnexions entre chaque service, notamment si vous utilisez les microservices, c'est très intéressant, et le temps de réponse moyen entre chaque microservice, enfin, entre chaque service. Ce qui va vous permettre aussi, du coup, d'analyser quels sont les nœuds à problème et de pouvoir agir dessus. Tiens, par exemple, j'ai une latence trop importante entre ces deux services. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on envoie des données trop lourdes? Est-ce que j'ai fait une mauvaise configuration sur Azure ou autre? Vous allez avoir les live métriques. Ça, c'est si vous avez des utilisateurs qui sont en direct sur votre application et que vous voulez surveiller que tout se passe bien. Ou au contraire, vous êtes en train de détecter, vous savez qu'il y a un problème, mais vous voulez justement avoir un peu plus des infos un peu plus fines sur ce problème-là, et vous avez besoin du live pour ça. Les différentes failures, les performances et autres. Chose très intéressante aussi via ça, notamment au niveau des failures, vous allez pouvoir au sein d'Azure créer des alertes en fait sur différentes métriques, quelles qu'elles soient, dont vous avez besoin. Par exemple, si vous avez la moindre erreur 500, boum, je veux recevoir un mail et un SMS. Ça, c'est des choses que vous allez pouvoir faire très simplement dans Azure. Vous allez aussi pouvoir dire, voilà, si j'ai tant d'utilisateurs ou selon toutes les métriques, si j'ai telle puissance qui est atteinte au niveau de mes serveurs pendant tant de temps, alors tu m'envoies une alerte. Vous allez pouvoir agir en conséquence. Pareil, je ne l'ai pas forcément dit tout à l'heure, mais il faut savoir que quand vous avez des services du style la base de données ou les app services, vous allez pouvoir très facilement ajuster la puissance. Donc là, tout à l'heure, j'ai créé une base de données. Vous voyez, j'ai plein d'interconnexions très simples avec Microsoft, avec les autres outils Microsoft, par exemple du Power BI ou autre. Et si ma base de données, je trouve, justement, elle ralentit un peu, boum, je peux directement passer d'un plan à 15 balles par mois à un plan à 250 balles par mois en un clic. J'appuie sur Apply, j'attends 30 secondes et ma puissance a fait x20 en voilà, quelques secondes, au pire quelques minutes. Si j'ai des besoins urgents, je peux absorber la puissance comme ça, si mon problème évidemment vient au niveau de la base de données. Mais l'avantage d'avoir les différents services qui soient séparés, c'est que vous pouvez surveiller les différentes métriques et voir quels sont vos services aussi qui posent problème en premier. Et pareil, de la même façon que j'ai augmenté la taille du service de façon très importante d'un coup, je vais pouvoir aussi la baisser. Typiquement, quand vous avez des pics de charge, imaginons, vous avez des pubs qui passent aux heures de grandes écoutes, vous allez peut-être vouloir monter la charge entre 18h et 22h. Du coup, vous allez passer sur un plan à, imaginons, 20 DTU pendant de 22h à 18h, voire même avoir plusieurs phases, hein, une phase pendant la nuit qui est très légère, une phase pendant la journée qui est un peu plus élevée, et une phase pendant les heures de grandes écoutes où il y a vos pubs qui passent, qui soit extrêmement importante, tout ça pour absorber la charge. Ça, c'est vraiment le gros intérêt du cloud et du PaaS. Là, je vous ai montré ça sur les bases de données SQL, mais c'est aussi viable du coup au niveau des services. Donc voilà, ma base de données a augmenté et maintenant j'ai beaucoup plus de puissance disponible, j'ai 20 fois plus de puissance disponible en fait.
et je peux faire pareil en sens inverse. Je peux repartir, rediviser par 10 la puissance et là encore, ça va me prendre quelques minutes et je n'ai pas d'arrêt de service. C'est ça qui est important. Je vois qu'en termes d'horaire, on est à peu près bon. On va bientôt passer sur les questions.